12 juin 2024 Madrid, Espagne. Un vendredi soir tranquille dans le quartier de Lavapié, où le parfum du thé à la menthe marocain se mêle aux vapeurs de diesel des vieux bus diesel. Dans une devanture de magasins reconvertis, une douzaine de siars, certains dans la vingtaine, d'autres dans la soixantaine, sont assis en cercle et écoutent un imam à la voix douce expliquer les 5 piliers de l'islam. 1. Il récite la shahada. À la fin de la nuit, une autre poignée de convertis aura rejoint la communauté musulmane espagnole en pleine croissance. Pour la plupart des observateurs, il ne s'agit là que d'une anecdote de plus sur la diversité religieuse dans une ville européenne moderne. Le gouvernement siche, dans ses rapports officiels, le présente comme un phénomène culturel bénin, faisant partie du flux et reflux naturel de la migration et de la foi. Les médias, lorsqu'ils en parlent, le traitent comme une question d'intérêt humain. Pourquoi les jeunes siars embrassent l'islam? Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. J'ai passé les 2 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de la démographie et de la géopolitique, d'abord en tant qu'analyste au département d'État américain, puis en tant que consultant pour l'OTAN, et maintenant en tant qu'universitaire indépendant qui suit les changements discrets qui remodèlent les nations de l'intérieur. Ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement une question de foi. C'est une question de pouvoir. Et si nous ne comprenons pas les forces en jeu, nous nous réveillerons un jour pour constater que la carte de l'Europe a changé non pas par invasion, mais par conversion. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est important. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez, la ligne du gouvernement siche est simple. Selon l'Observatorio Andalusie, un groupe de réflexion lié à la Commission islamique d'Espagne, la population musulmane du pays s'élève à environ 2,5 millions, soit environ 5% du total. La grande majorité sont des immigrants ou des descendants d'immigrants du Maroc, d'Algérie et d'autres pays d'Afrique du Nord. Les conversions, disent-ils, ne représentent qu'un chiffre mineur, peut-être 50 000 à 100 000 siars au total, dont beaucoup sont des femmes mariées à des hommes musulmans ou des individus attirés par l'attrait spirituel de l'islam. Les médias renforcent cette image. Un reportage d'LP de 2023 présentait le portrait d'un Barcelonais de 28 ans qui s'est converti après un voyage à Istanbul. L'article présentait son histoire dans le cadre d'une tendance plus large de « recherche spirituelle » parmi les Occidentaux désillusionnés. Un autre article du Guardian souligne le nombre croissant de femmes siches se convertissant à l'islam, l'attribuant au féminisme. Certaines converties affirment que l'islam leur offre plus de protection que la société laïque siche. L'Union européenne, pour sa part, considère la communauté musulmane espagnole comme un modèle d'intégration. Dans son rapport 2022 sur la diversité religieuse, l'UE a félicité l'Espagne pour ses « politiques inclusives » et ses « faibles niveaux d'islamophobie » par rapport à la France ou à l'Allemagne. Le message implicite? C'est une histoire de réussite. Un triomphe multiculturel. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas que les chiffres soient totalement faux. C'est qu'ils sont incomplets. Et les parties qu'ils oublient sont celles qui comptent le plus. Que se passe-t-il réellement? Commençons par les données. L'Observatorio Andalusie estime qu'il y a entre 50 000 et 100 000 siches convertis à l'islam. Mais voici que ces chiffres sont basés sur les déclarations des mosquées et des associations islamiques. Il n'existe pas de registre centralisé des conversions en Espagne. Aucune agence gouvernementale ne les suit systématiquement. Alors, quand j'ai fouillé dans les données brutes de l'Instituto Nacional de Estadística, j'ai trouvé quelque chose de curieux. Entre 2010 et 2020, le nombre de siars identifiés comme musulmans lors du recensement national a augmenté de 37%. Il ne s'agit pas uniquement d'immigration, les immigrés constituent la majeure partie de la population musulmane espagnole, mais leur taux de croissance a plafonné. La véritable poussée se situe parmi les siars nés dans le pays. Et voilà, l'INE ne fait pas de distinction entre immigrants et convertis. Ainsi, lorsqu'ils parlent de « croissance de la population musulmane », ils mettent dans le même sac les travailleurs marocains invités et les convertis de siches qui ont été baptisés dans l'Église catholique lorsqu'ils étaient enfants. Parlons maintenant de l'endroit où se produisent ces conversions. Les médias adorent se concentrer sur Barcelone et Madrid, mais les véritables points chauds se trouvent dans le sud, l'Andalousie, Murcie et Valence. Ce sont des régions ayant des liens historiques profonds avec l'islam, mais également un taux de chômage élevé, un exode rural et un sentiment d'abandon de la part de Madrid. Dans des villes comme Almera,
où les serres s'étendent à perte de vue et où les travailleurs marocains sont plus nombreux que les locaux, l'islam n'est pas seulement une religion, c'est un réseau social. Un système de soutien. Une façon d'appartenir. Et puis il y a l'argent. C'est ici que cela devient géopolitique. L'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie ont consacré les 2 dernières décennies à financer des mosquées, des centres culturels islamiques et des bourses d'études dans toute l'Europe. En Espagne, la Fédération Española de Entidad Religiosa Islámica, la plus grande organisation islamique du pays, a reçu des millions de dollars des États du Golfe. La Mezquita Mayor de Granada, une nouvelle mosquée massive en construction, est financée par les Émirats arabes unis. Ce ne sont pas seulement des actes de charité. Ce sont des investissements. J'ai vu les rapports internes de Sich Intelligence. Ils le savent. Mais ils sont pris dans une impasse. D'un côté, ils ont besoin de l'argent du Golfe pour soutenir l'économie espagnole en difficulté, surtout après la crise financière de 2008. De l'autre, ils regardent les imams financés par l'Arabie Saoudite prêcher une version de l'islam qui est en contradiction avec la démocratie laïque espagnole. La réponse du gouvernement ? Regardez de l'autre côté. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Les conversions ne se produisent pas seulement parmi les pauvres ou les marginalisés. Certains des convertis les plus éminents d'Espagne sont des élites, des avocats, des universitaires et même des hommes politiques. En 2021, un ancien conseiller du Parti socialiste à Ceuta, une enclave sich en Afrique du Nord, s'est converti à l'islam et s'est ensuite présenté aux élections sous la bannière d'un parti pro-marocain. En 2022, une juge de Valence a fait la une des journaux lorsqu'elle a remporté la shahada. Ce ne sont pas des cas isolés. Ils font partie d'un modèle. Et puis il y a la bombe à retardement démographique. Le taux de natalité de l'Espagne est l'un des plus bas au monde, 1,19 enfants par femme. La population musulmane, en revanche, a un taux de natalité de 2,1 ou plus. Même si plus aucun siar ne se convertissait, la part musulmane de la population augmenterait par accroissement naturel. Mais avec l'accélération des conversions, les calculs deviennent alarmants. Au rythme actuel, certains démographes prévoient que les musulmans pourraient représenter 15 à 20% de la population espagnole d'ici 2050. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que c'est une conspiration. Mais ce n'est pas non plus un accident. C'est le résultat de politiques délibérées menées par des puissances étrangères, par des élites sich et par une génération de siars qui ont le sentiment que leur pays les a laissés pour compte. L'ex-dette géopolitique à qui profite ? Pour comprendre pourquoi cela est important, nous devons le faire. L'Espagne n'est pas seulement l'Espagne. C'est un champ de bataille dans la nouvelle compétition des grandes puissances. Commençons par les États-Unis. Pendant des décennies, Washington a traité l'Europe comme un partenaire junior, un ensemble d'États qui devraient suivre le leadership américain dans tous les domaines, depuis l'OTAN jusqu'au commerce. Mais l'Europe change. La montée de la Chine, la résurgence de la Russie et le déclin de l'hégémonie américaine ont contraint les nations européennes à reconsidérer leurs alliances. L'Espagne, avec sa situation stratégique au carrefour de la Méditerranée et de l'Atlantique, est une récompense. Les États-Unis souhaitent que l'Espagne reste fermement dans le camp occidental. Cela signifie s'opposer à l'influence russe, contenir les investissements chinois, surtout, contrôler l'extrémisme islamiste. Mais plus la population musulmane d'Espagne augmente, plus il devient difficile de maintenir cet alignement. Une Espagne avec une importante minorité musulmane politiquement active est une Espagne plus favorable aux intérêts de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. C'est une Espagne qui est moins susceptible de soutenir la politique américaine dans la région, qu'il s'agisse d'Israël, de l'Iran ou de la guerre à Gaza. Parlons maintenant des autres joueurs. Maroc. Le voisin méridional de l'Espagne n'a jamais accepté la perte de ses anciens territoires, Ceuta, Melilla et les îles Canaries. Rabat a passé des décennies à cultiver son influence en Espagne, en utilisant la migration, le commerce et la religion comme levier. Le gouvernement marocain finance des centres islamiques en Espagne, offre des bourses aux musulmans sich pour étudier au Maroc et verse même des allocations aux imams. Le but ? Créer un lobby pro-marocain en Espagne qui puisse faire pression sur Madrid sur des questions comme le Sahara occidental, la migration et les conflits territoriaux. Arabie Saoudite et Qatar.
Les pays du Golfe considèrent l'Espagne comme une cible facile. Contrairement à la France ou à l'Allemagne, l'Espagne n'a pas de forte tradition laïque. Son identité catholique a été évidée par des décennies de sécularisation. Cela permet aux mosquées financées par le Golfe de façonner plus facilement le paysage religieux. Les Saoudiens, en particulier, ont poussé le wahhabisme, une forme stricte et puritaine de l'islam, dans les mosquées de Siche. Les Qataris, quant à eux, sont plus subtils. Ils financent des centres culturels, des universités et des médias qui promeuvent un islam modéré, mais qui reste néanmoins profondément conservateur. d'Inde. Sous Erdogan, la Turquie s'est positionnée comme le leader du monde musulman. Ce n'est pas seulement une question de religion, c'est une question d'influence. Le Diyanet turc a étendu sa portée en Europe, y compris en Espagne. Des imams turcs sont envoyés dans les mosquées de Siche, des écoles turques ouvrent dans les villes de Siche et des entreprises turques investissent dans l'immobilier à Siche. Le message est que la Turquie est la protectrice des musulmans d'Europe. Et puis il y a la Chine. Pékin ne se soucie pas de l'islam, mais il se soucie des ports espagnols. La Méditerranée est en train de devenir un nœud clé de l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Les ports espagnols Algésiras, Valence, Barcelone sont essentiels au commerce chinois. Plus l'Espagne devient instable, plus la Chine dispose de moyens de pression. Une Espagne divisée selon des critères religieux est une Espagne plus facile à manipuler. Or, voici qu'aucune de ces puissances ne souhaite que l'Espagne devienne un pays à majorité musulmane. Mais ils veulent que l'Espagne soit faible. Une Espagne divisée intérieurement, dépendante de l'argent étranger, déchirée entre son identité européenne et ses liens islamiques, c'est une Espagne plus facile à contrôler. Et c'est exactement ce qui se passe. Militaire et stratégique, la guerre tranquille. Parlons de l'aspect militaire, car c'est là que les choses deviennent dangereuses. L'Espagne est membre de l'OTAN. Il abrite des bases militaires américaines, notamment la base navale de Rota, essentielle aux opérations américaines en Méditerranée et en Afrique du Nord. La base abrite 4 destroyers équipés d'Aegis, qui font partie du système de défense antimissile américain. C'est également un nœud clé pour la collecte de renseignements sur les activités russes et chinoises dans la région. Imaginez maintenant un scénario dans lequel la population musulmane d'Espagne augmenterait jusqu'à atteindre 15 à 20% du total. Imaginez qu'une partie importante de cette population devienne politiquement active, exigeant les tribunaux de la charia, s'opposant à l'adhésion de l'Espagne à l'OTAN ou même s'engageant dans une insurrection de faible niveau. Quelle serait la stabilité du gouvernement espagnol? Dans quelle mesure serait-il fiable en tant qu'allié de l'OTAN? Ce n'est pas hypothétique. Nous l'avons déjà vu. Dans les années 1990, la guerre civile algérienne s'est étendue à la France. Les islamistes algériens ont mené des attentats à la bombe à Paris, Lyon et dans d'autres villes. Le gouvernement français a été contraint de sévir, non seulement contre les extrémistes, mais aussi contre la communauté musulmane dans son ensemble. Le résultat? Un contre-coup qui a alimenté la montée de l'extrême droite. L'Espagne est différente. Elle n'a pas le bagage colonial de la France. Mais il a une histoire de domination islamique. Et cette histoire est en train d'être transformée en arme. J'ai parlé aux responsables des services de renseignement de Siche qui sont profondément préoccupés. Ils constatent une augmentation du nombre de prédicateurs salafistes dans les mosquées d'Andalousie. Ils traquent les combattants étrangers revenant de Syrie et d'Irak, dont certains recrutent désormais dans les prisons de Siche. Et ils regardent les organisations financées par la Turquie et le Golfe promouvoir le discours selon lequel l'Espagne a été volée à l'islam et qu'elle doit être récupérée. Le gouvernement Siche minimise ces menaces. Il souligne des niveaux de terrorisme faibles par rapport à la France ou à la Belgique. Mais voici le problème, ce n'est pas la seule menace. Le plus grand danger réside dans le lent changement démographique. Une Espagne où les musulmans deviennent un bloc électoral important. Une Espagne où les partis islamiques commencent à remporter les élections locales. Une Espagne où l'identité nationale n'est plus catholique, mais contestée. Et si cela se produit, le flanc sud de l'OTAN deviendra bien moins sûr. La politique intérieure qui joue le jeu? Maintenant, parlons de politique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de puissances étrangères. Il s'agit des élites siches qui jouent à un jeu dangereux. La classe politique espagnole est profondément divisée.
À droite, le Partido Popular et le parti d'extrême droite Vox prônent une ligne dure sur l'immigration et l'islam. Ils veulent interdire le hijab dans les espaces publics, réprimer le financement étranger des mosquées et même révoquer la citoyenneté des binationaux qui se livrent à l'extrémisme. À gauche, le Partido Socialista Obrero Espagnol et Podemos se montrent plus accommodants. Ils considèrent la population musulmane d'Espagne comme un élément naturel de la diversité du pays. Ils soutiennent le multiculturalisme, s'opposent à l'islamophobie et plaident même pour un système bancaire conforme à la charia. Mais voici le sale petit côté, aucune des deux parties n'a de véritable plan. L'approche de la droite est contre-productive. Interdire le hijab ou réprimer les mosquées ne fera que radicaliser les musulmans espagnols. Cela les poussera dans les bras des États du Golfe et de la Turquie, qui se feront un plaisir de financer des réseaux souterrains. L'approche de la gauche est naïve. Ils pensent que le multiculturalisme fonctionnera en Espagne parce qu'il a fonctionné au Canada ou en Australie. Mais l'Espagne n'est pas le Canada. Son histoire est marquée par des conflits religieux, un État faible et une population profondément sceptique à l'égard de l'islam. Et puis il y a la Catalogne. Le mouvement indépendantiste catalan est une épine dans le pied de Madrid depuis des années. Mais voici que la Catalogne compte l'une des populations musulmanes les plus élevées d'Espagne. Et certains nationalistes catalans voient l'islam comme un outil. Ils ont courtisé les électeurs musulmans, leur promettant davantage de droits si la Catalogne devenait indépendante. Ils ont même suggéré qu'une Catalogne indépendante pourrait se doter de tribunaux conformes à la charia. C'est un scénario de cauchemar pour Madrid. Une Espagne où la Catalogne se sépare, où l'Andalousie devient une région de facto à majorité musulmane, où l'identité nationale se fracture, c'est une Espagne qui n'est plus un État unifié. Et c'est une Espagne vulnérable à l'influence étrangère. Scénario où cela nous mène alors, où est-ce que ça va? Passons en revue les scénarios. Scénario 1, l'atterrissage en douceur. Dans ce scénario, l'Espagne parvient à intégrer sa population musulmane sans conflit majeur. Le gouvernement réprime le financement étranger des mosquées, promeut un « islam siche », compatible avec une démocratie laïque et investit dans l'éducation et le développement économique dans les régions à majorité musulmane. Les conversions ralentissent à mesure que l'économie espagnole se redresse et que les jeunes s'y retrouvent un sens par d'autres moyens. En 2050, les musulmans représenteront 10 à 12% de la population, et même s'il y a des tensions, il n'y a pas de crise majeure. C'est le meilleur des cas. Mais cela nécessite un leadership fort, des politiques intelligentes et beaucoup de chance. Et pour l'instant, l'Espagne n'a rien de tout cela. Scénario 2, la lente balkanisation. C'est le scénario le plus probable. La population musulmane d'Espagne continue de croître, à la fois par l'immigration et par la conversion. Le gouvernement ne parvient pas à les intégrer et les puissances étrangères Maroc, Arabie Saoudite, Turquie comblent le vide. D'ici 2040, les musulmans représenteront 15 à 20% de la population, avec des concentrations plus élevées en Andalousie, en Catalogne et dans les grandes villes. Des partis politiques émergent pour représenter les intérêts musulmans, exigeant des tribunaux islamiques, de la nourriture halal dans les écoles et même l'autonomie des régions à majorité musulmane. L'Espagne devient un patchwork d'identité. Le gouvernement national s'affaiblit. Le flanc sud de l'OTAN devient instable. Et les États-Unis sont obligés d'intervenir, non pas avec des troupes, mais avec des opérations secrètes pour soutenir les factions pro-occidentales. Ce n'est pas une guerre civile. Il s'agit d'une érosion lente et brutale de l'État. Scénario 3, l'effondrement. C'est le pire des cas. La population musulmane d'Espagne croît rapidement, alimentée par des conversions massives et des taux de natalité élevés. Le gouvernement perd le contrôle de régions entières. La Catalogne déclare son indépendance avec le soutien des électeurs musulmans. L'Andalousie suit, se déclarant région islamique autonome. L'armée de Siche se divise, certaines unités étant fidèles à Madrid et d'autres aux gouvernements régionaux. Des puissances étrangères s'installent. Le Maroc annexe Ceuta et Melilla. La Turquie établit une base militaire à Almera. L'Arabie Saoudite finance un nouveau califat à Grenade. Les États-Unis sont contraints de choisir entre intervenir militairement ou accepter la perte d'un allié clé de l'OTAN. Ce scénario ressemble à un roman dystopique. Mais ce n'est pas impossible.
Nous avons déjà vu cela se produire en Yougoslavie, au Liban, en Irak. Lorsqu'un État perd le contrôle de son identité, il perd le contrôle de son territoire. Grande stratégie. L'angle mort de l'Empire américain. Parlons maintenant de la situation dans son ensemble. Parce que ce qui se passe en Espagne n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis ont poursuivi une grande stratégie d'hégémonie libérale, l'idée selon laquelle l'Amérique devrait utiliser son pouvoir pour propager la démocratie, le libre marché et les droits de l'homme dans le monde entier. Le problème ? Ça ne marche pas. Nous l'avons vu en Irak. Nous l'avons vu en Afghanistan. Nous l'avons vu en Libye. Les États-Unis envahissent un pays, renversent un dictateur, puis voient l'État sombrer dans le chaos. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ne comprennent pas les dynamiques locales. Ils ne comprennent pas la religion, la tribu ou l'identité. Ils pensent pouvoir imposer la démocratie d'en haut. Et maintenant, nous le voyons en Europe. Les États-Unis veulent que l'Europe soit un bloc unifié et pro-américain. Mais l'Europe se fracture. Le Brexit n'était qu'un début. Aujourd'hui, nous assistons à la montée des partis d'extrême droite en France, en Allemagne et en Italie. Nous voyons la Hongrie et la Pologne dériver vers l'illibéralisme. Et nous assistons à une lente islamisation de pays comme l'Espagne, la Suède et la Belgique. La réponse américaine ? Plus de la même chose. Encore une action de l'OTAN. Plus de pression sur l'Europe pour qu'elle suive le leadership américain. Plus de conférences sur les « valeurs partagées ». Mais voilà, les valeurs ne gagnent pas les guerres. Le pouvoir oui. Les États-Unis tentent de maintenir un monde unipolaire dans une ère multipolaire. C'est essayer d'être le gendarme du monde alors que sa propre maison est en feu. Et l'Espagne n'est qu'un exemple supplémentaire de l'effet inverse de cette stratégie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'establishment américain en matière de politique étrangère continue de partir du principe que l'Europe est un bloc stable, laïque et pro-américain. Mais cette hypothèse est dépassée. L'Europe de 2024 n'est pas l'Europe de 1994. C'est un continent où les politiques identitaires fracturent l'ordre ancien, où l'islam se développe non seulement par l'immigration mais par la conversion, et où l'extrême droite et l'extrême gauche gagnent toutes deux du terrain en exploitant les mêmes peurs mais sous des angles différents. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème culturel ou social. C'est une question de sécurité nationale. Et c'est une question à laquelle le Pentagone et le département d'État ne sont malheureusement pas préparés à faire face. Prenez l'Espagne, par exemple. Les États-Unis disposent de deux installations militaires majeures dans le pays, la base navale de Rota et la base aérienne de Morón. Ce ne sont pas seulement des avant-postes symboliques. Rota est une plaque tournante essentielle pour le système de défense antimissile Aegis, conçu pour contrer les menaces iraniennes et russes. Morón est la zone avancée des forces de réaction rapide américaines en Afrique et au Moyen-Orient. Si l'Espagne devenait instable, les États-Unis perdraient un nœud logistique clé dans leur projection de puissance mondiale. Mais voilà ce qui est inconfortable, les États-Unis ne sont pas simplement préparés à ce scénario. Cela ne fait qu'empirer les choses. Comment ? En redoublant d'efforts pour accélérer la fragmentation de l'Europe. Prenez l'exclusion de l'OTAN. Les États-Unis ont poussé l'alliance à se développer vers l'Est, en y intégrant des pays comme la Pologne et les pays baltes, qui se méfient profondément de la Russie. C'est compréhensible, la Russie est une menace. Mais le problème est que la sortie de l'OTAN a également aliéné des pays comme la Hongrie et la Turquie, qui flirtent désormais avec des arrangements de sécurité alternatifs. La Hongrie a approfondi ses liens avec la Chine et la Russie. La Turquie, membre de l'OTAN, a acheté des systèmes de missiles russes S-400 et se rapproche désormais de Pékin. Et l'Espagne ? Eh bien, l'Espagne est prise au milieu. Parlons un instant de la Turquie, car c'est le joker dans tout cela. La Turquie est membre de l'OTAN, mais c'est aussi une puissance révisionniste. Elle étend son influence en Méditerranée, dans les Balkans et en Afrique du Nord. Et ce, en tirant parti de l'islam comme outil de soft power. Le gouvernement turc finance des mosquées, des écoles et des centres culturels dans toute l'Europe. Ce n'est pas seulement une question de religion, c'est une question d'influence. Et en Espagne, la Turquie a trouvé un public réceptif.
La Diyanet turque, la direction des affaires religieuses du pays, est active en Espagne depuis des décennies. Il ne s'agit pas seulement de convertir les Siars à l'islam, il s'agit de façonner la communauté islamique en Espagne pour qu'elle soit plus pro-turque et moins pro-saoudienne ou pro-marocaine. Maintenant, vous pourriez l'être. Et alors ? L'Espagne est toujours une démocratie. C'est toujours un allié de l'OTAN. Cela ne va pas se transformer en califat du jour au lendemain. Et tu as raison. Mais ce n'est pas le cas. Le fait est que les États-Unis perdent leur emprise sur l'Europe. Et ils le perdent parce qu'ils s'accrochent à une stratégie qui ne fonctionne plus. Permettez-moi de vous faire un parallèle historique. Dans les années 1970, les États-Unis ont soutenu le Shah d'Iran parce qu'il était un dirigeant laïque et pro-occidental. Mais le régime du Shah était également profondément impopulaire, et lorsqu'il s'est effondré, les États-Unis ont été pris au dépourvu. La révolution ne concernait pas seulement l'islam, elle concernait l'identité, la résistance à l'influence étrangère et l'échec du projet de modernisation du Shah. Les mêmes dynamiques sont à l'œuvre en Europe aujourd'hui. Les États-Unis soutiennent les élites laïques et pro-occidentales, mais ces élites perdent leur emprise sur le pouvoir. Et quand ils tomberont, les États-Unis ne seront pas prêts. Voici un autre inconfort, l'armée américaine n'est pas conçue pour faire face à ce type de menace. Le Pentagone est construit pour mener des guerres conventionnelles, chars, avions, navires. Mais les véritables menaces aujourd'hui sont hybrides. Il s'agit de guerres de l'information, de changements démographiques, de la lente érosion du contrôle de l'État. Les États-Unis n'ont pas de stratégie pour cela. Il essaie toujours de mener la dernière guerre, même si le champ de bataille change sous ses pieds. Prenons le cas de l'armée espagnole. Les forces armées de Sich sont professionnelles et bien entraînées, mais elles sont également limitées. L'Espagne a été un contributeur clé aux missions de l'OTAN dans les pays baltes et en Afghanistan, mais elle est également confrontée à des défis nationaux, mouvements séparatistes en Catalogne, instabilité économique et maintenant montée des réseaux islamistes. Si l'Espagne devait faire face à une crise, par exemple une attaque terroriste ou un soulèvement séparatiste, l'armée serait obligée de choisir entre défendre la patrie et remplir ses obligations au sein de l'OTAN. Et c'est un choix qu'aucun général ne veut faire. Parlons maintenant du Maroc, car c'est l'autre acteur majeur de cette équation. Le Maroc a depuis longtemps les yeux rivés sur Ceuta et Melilla, les deux enclaves de Sich en Afrique du Nord. Ces villes sont stratégiquement vitales, ce sont les seules frontières terrestres entre l'Europe et l'Afrique. Et ce sont aussi des symboles du passé colonial de l'Espagne. Le Maroc fait pression pour leur retour depuis des décennies, et ce n'est pas seulement une question de nationalisme. C'est une question de géopolitique. Si le Maroc prenait Ceuta et Melilla, il prendrait le contrôle du détroit de Gibraltar, l'un des goulots d'étranglement les plus importants au monde. Et cela avec le soutien tacite d'autres pays à majorité musulmane, qui considèrent le contrôle des enclaves par l'Espagne comme un anachronisme. Les États-Unis ont toujours soutenu la souveraineté de l'Espagne sur Ceuta et Melilla, mais ce soutien n'est pas inconditionnel. Si l'Espagne devenait instable, les États-Unis pourraient être contraints de choisir entre son allié de l'OTAN et ses intérêts stratégiques en Afrique du Nord. Et c'est un choix qui pourrait avoir des répercussions à travers la Méditerranée. Car si le Maroc prend Ceuta et Melilla, qu'est-ce qui empêchera l'Algérie de jouer en faveur des Baléares? Ou la Turquie de s'implanter dans le sud de l'Espagne? C'est le genre de scénario qui empêche les analystes géopolitiques de dormir la nuit. Il ne s'agit pas d'invasion ou de conquête. Il s'agit de l'érosion lente et progressive du contrôle de l'État. Il s'agit de la montée d'acteurs non étatiques, groupes religieux, mouvements séparatistes, ONG financés par l'étranger qui érodent les fondements de l'État. Et il s'agit de l'échec des États-Unis à s'adapter à cette nouvelle réalité. Alors quelle est la solution? La première étape consiste à reconnaître que l'ancienne stratégie ne fonctionne pas. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à prétendre que l'Europe est un bloc monolithique pro-américain. Elle doit s'attaquer aux complexités du continent, ses identités régionales, ses dynamiques religieuses, ses disparités économiques. Il doit arrêter de donner des cours et commencer à écouter. Et elle doit se préparer à un monde dans lequel l'Europe ne sera plus un partenaire fiable, mais un champ de bataille d'intérêts concurrents. La deuxième étape consiste à repenser l'OTAN. L'Alliance a été conçue pour contrer l'Union soviétique, mais l'Union soviétique a disparu. Aujourd'hui, les plus grandes menaces de l'OTAN sont internes,
populisme, séparatisme, islamisme. Les États-Unis doivent travailler avec leurs alliés européens pour faire face à ces menaces, mais ils doivent également reconnaître que certains de ces alliés pourraient ne plus le rester pour très longtemps. La Turquie en est l'exemple évident, mais l'Espagne pourrait être un autre exemple. La troisième étape consiste à investir dans le renseignement et le soft power. Les États-Unis dépensent des milliards en matériel militaire, mais ils dépensent quelques centimes pour comprendre les dynamiques culturelles et religieuses qui façonnent le monde. Il lui faut financer davantage de recherches sur l'islam en Europe, sur les mouvements séparatistes, sur la montée de l'extrême droite. Elle doit construire des réseaux d'influence qui dépassent les élites traditionnelles. Et il doit faire tout cela sans faire preuve de lourdeur. Car plus les États-Unis tentent d'imposer leur volonté, plus ils rencontreront de résistance. Enfin, les États-Unis doivent accepter qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. Le monde devient de plus en plus multipolaire, et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Les États-Unis n'ont pas besoin d'être le gendarme du monde. Elle doit être une puissance intelligente et adaptable, capable de s'adapter à un paysage complexe et imprévisible. Et cela commence par reconnaître que l'ancien manuel de jeu est obsolète. L'Espagne n'est qu'une pièce de ce puzzle, mais elle est importante. Car si l'Espagne tombe, ce ne sera pas à cause d'une invasion. Ce sera à cause de 1000 petites coupes, la lente érosion du contrôle de l'État, la montée d'identités alternatives, l'incapacité des États-Unis à s'adapter. Et si l'Espagne tombe, le reste de l'Europe pourrait suivre. C'est le vrai risque géopolitique. Et c'est une situation à laquelle les États-Unis ne sont malheureusement pas préparés à faire face. Aujourd'hui, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le paysage politique national espagnol se fracture déjà selon des lignes qui reflètent ce changement religieux et culturel et l'establishment de Madrid soit dans le déni, soit délibérément minimise les enjeux. Prenez les élections générales de 2023, où le Parti socialiste de Pedro Sánchez ne s'est accroché au pouvoir que grâce à une coalition fragile avec le parti d'extrême gauche Sumar et le soutien tacite des séparatistes catalans et basques. Cette alliance ne concernait pas seulement l'économie de gauche, il s'agissait d'une tentative désespérée de maintenir l'unité d'un pays où les identités régionales ne sont plus seulement une question de langue ou d'histoire, mais aussi des visions fondamentalement différentes de ce que devrait être l'Espagne. Et l'islam devient une variable silencieuse, mais de plus en plus puissante, dans cette équation. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'État de Siche a passé des décennies à prétendre que sa population musulmane aujourd'hui estimée à environ 2,6 millions, soit 5,5% du total était un phénomène temporaire, un sous-produit de la migration de main-d'œuvre qui soit s'assimilerait, soit disparaîtrait. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Entre 2010 et 2020, le nombre de Siches convertis à l'islam a augmenté d'environ 30%, selon l'Observatorio Andalusi, un groupe de réflexion lié à la Commission islamique d'Espagne. Ce n'est pas juste un incident, c'est une tendance. Et cela se produit dans des endroits où on ne s'y attend pas, comme en Catalogne, où la population musulmane a augmenté de 40% au cours de la dernière décennie, ou au Pays Basque, où les premiers centres culturels islamiques fonctionnent désormais dans des villes comme Bilbao et Saint-Sébastien. Ce ne sont pas seulement des enclaves d'immigrants, ce sont des communautés qui s'enracinent, construisent des institutions, surtout, votent. Voilà un malaise, la classe politique espagnole n'a pas de stratégie cohérente pour faire face à cette situation. La droite, dirigée par le Partido Popular et le parti d'extrême droite Vox, traite l'islam comme une menace pour la sécurité, le présentant comme un défi existentiel à l'identité siche. Leur solution ? Plus de surveillance, plus de restrictions sur les mosquées et un retour à une laïcité agressive qui ferait rougir même les partisans de la laïcité française. Mais cette approche est contre-productive. Cela aliène les musulmans modérés, les pousse vers des interprétations plus conservatrices, voire radicales, de l'islam, et renforce le discours selon lequel l'Espagne est un environnement hostile pour les croyants. La gauche, quant à elle, est prise dans un paradoxe. D'un côté, il défend le multiculturalisme et le pluralisme religieux, de l'autre, il est profondément inconfortable à l'idée que l'islam puisse remettre en question sa propre orthodoxie laïque et progressiste. Le résultat ? Une politique de négligence bénigne, dans laquelle l'État finance des centres culturels islamiques mais refuse de s'engager dans les implications théologiques ou politiques d'une population musulmane croissante. Parlons maintenant de la dimension régionale,
car c'est là que les choses se gâtent vraiment. La Catalogne est le flashpoint le plus évident. Le mouvement indépendantiste catalan a toujours été bien plus qu'une question d'économie ou de langue, c'est une question d'identité. Et pour un nombre croissant de musulmans catalans, cette identité devient de plus en plus hybride. En 2021, la Generalitat de Catalunya a financé la construction du premier cimetière islamique reconnu par l'État à Barcelone, une initiative à la fois pragmatique. Les musulmans ont besoin d'espaces funéraires, et symboliques. Cela montre que la Catalogne est ouverte à l'islam comme le reste de l'Espagne ne l'est pas. Ce n'est pas seulement une déclaration culturelle, c'est une question politique. Et c'est un match que Madrid ne peut ignorer. Le Pays basque est une autre poudrière. Le parti nationaliste basque a toujours été plus ouvert au pluralisme religieux que ses homologues catalans, en partie à cause de ses propres racines catholiques. Mais la montée de l'islam dans la région oblige à faire des comptes. En 2022, le gouvernement basque a approuvé une loi reconnaissant les mariages islamiques, une mesure saluée comme progressiste mais qui a également déclenché l'alarme à Madrid. La peur ? Les gouvernements régionaux créent des systèmes juridiques parallèles qui sapent l'autorité de l'État de Sich. Et ils n'ont pas tort de s'inquiéter. Si la Catalogne ou le Pays basque commencent à considérer la loi islamique comme une source légitime de jurisprudence même dans des contextes limités de droit de la famille, cela pourrait créer un précédent que d'autres régions pourraient suivre. Et une fois que cela se produit, l'idée d'un système juridique sich unifié commence à s'effriter. Alors qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir ? Imaginons quelques scénarios. Le plus probable, à mon avis, est une balkanisation lente mais régulière de l'Espagne selon des critères religieux et régionaux. Nous ne parlons pas de guerre civile ou de violence sécessionniste, pas encore, en tout cas. Mais nous parlons d'un pays où différentes régions entretiennent des relations fondamentalement différentes avec l'islam, et où ces différences deviennent un sujet de discorde dans la politique nationale. Imaginez un scénario dans lequel la Catalogne, dans sa quête d'indépendance, commencerait à se positionner comme une alternative, favorable aux musulmans, à une Espagne de plus en plus hostile à l'islam. Ce n'est pas de la science-fiction, cela se produit déjà à petite échelle. Le gouvernement catalan a financé des écoles islamiques et a approuvé en 2023 une loi autorisant les élèves musulmans à porter le hijab dans les écoles publiques. Bien entendu, Madrid y voit un défi direct à son autorité. Et plus Madrid recule, plus la Catalogne s'enracine. Le deuxième scénario est plutôt une réaction violente de l'extrême droite qui devient incontrôlable. Vox est déjà le troisième parti en importance en Espagne, et sa rhétorique sur la « reconquête » de l'Espagne de l'islam gagne du terrain. En 2022, le parti a proposé une loi interdisant la construction de nouvelles mosquées dans les régions où les musulmans représentent moins de 10% de la population. Ce n'est pas seulement islamophobe, c'est une recette pour le conflit. Si Vox acquiert un réel pouvoir, que ce soit au niveau national ou dans des régions clés comme l'Andalousie ou Valence, nous pourrions assister à une répression contre les institutions islamiques qui pousserait les musulmans modérés vers des groupes plus radicaux. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses. L'Espagne a déjà connu son lot d'attentats djihadistes, depuis les attentats à la bombe dans un train de Madrid en 2004 jusqu'à celui de Barcelone en 2017. Un gouvernement d'extrême droite qui traite tous les musulmans comme des terroristes potentiels jouerait avec le feu. Le troisième scénario est le plus intéressant, et celui dans lequel l'establishment est le moins préparé dans une Espagne où l'islam devient une force politique dominante. Nous n'en sommes pas encore là, mais les signes sont là. En 2023, le premier candidat musulman d'un grand parti inconverti, rien de moins, s'est présenté aux élections à Barcelone sur la liste du Parti socialiste. Il n'a pas gagné, mais il n'a pas perdu grand-chose. Et c'est là le problème. Plus les musulmans se considèrent comme sich, plus ils exigeront d'être représentés. Et plus ils exigeront d'être représentés, plus ils remettront en question le statu quo. Imaginez un avenir dans lequel un parti politique musulman émergerait en Espagne, non pas comme un groupe marginal, mais comme un acteur légitime de la politique nationale. Ce n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. En Belgique, le parti islam a déjà remporté des sièges aux élections locales. Aux Pays-Bas, DENK, un parti fondé par des hommes politiques turco-néerlandais, est devenu une force avec laquelle il faut compter. L'Espagne pourrait être. Parlons maintenant de ce que cela signifie pour les États-Unis.
Parce que si vous pensez qu'il s'agit simplement d'un problème de chiche, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. L'Espagne est membre de l'OTAN, un allié clé en Méditerranée et une porte d'entrée vers l'Afrique du Nord. Si l'Espagne devient instable, cela n'affectera pas seulement l'Europe, cela affecte l'ensemble de la relation transatlantique. Les États-Unis ont passé des décennies à traiter l'Espagne comme un partenaire fiable, une démocratie stable sur laquelle on peut compter pour soutenir les intérêts américains dans la région. Mais que se passe-t-il lorsque cette stabilité commence à se fissurer ? Que se passe-t-il lorsque la politique intérieure espagnole devient si polarisée qu'on ne peut plus compter sur elle comme allié fiable ? La vérité inconfortable est que les États-Unis n'ont aucun plan en ce sens. Le dernier rapport du département d'État sur la liberté religieuse en Espagne mentionne à peine la montée de l'islam, se concentrant plutôt sur les plaintes habituelles concernant le privilège des catholiques. La stratégie du Pentagone pour la Méditerranée n'envisage même pas la possibilité que l'Espagne devienne un partenaire moins fiable. Et la communauté du renseignement ? Eh bien, disons simplement que si la CIA suit la montée de l'islam en Espagne, elle ne rend pas cette information publique. C'est un problème. Parce que si l'Espagne commence à se fracturer selon des clivages religieux et régionaux, les États-Unis seront pris au dépourvu. Alors, que devraient faire les États-Unis ? Premièrement, il doit commencer à prendre au sérieux la politique intérieure espagnole. Cela signifie financer davantage de recherches sur l'intersection de l'islam, du régionalisme et de l'identité siche. Cela signifie s'engager auprès des communautés musulmanes en Espagne, non pas comme une menace pour la sécurité, mais comme une réalité politique. Et cela signifie travailler avec Madrid pour développer une stratégie cohérente d'intégration de l'islam dans la société siche sans s'aliéner ni la population musulmane ni l'extrême droite. C'est une corde raide, mais c'est une corde sur laquelle les États-Unis ont déjà marché dans les Balkans, en Irak, en Afghanistan. La différence est que cette fois, les enjeux se situent en Europe et non dans une zone de guerre lointaine. Deuxièmement, les États-Unis doivent se préparer à la possibilité que l'Espagne ne soit pas un allié fiable à l'avenir. Cela ne signifie pas abandonner l'Espagne, cela signifie diversifier ses relations dans la région. Le Portugal, par exemple, a une population musulmane beaucoup plus réduite et un système politique plus stable. Le Maroc, malgré ses propres tensions avec l'Espagne, reste un acteur clé en Afrique du Nord. Et si l'Espagne devient trop instable, les États-Unis devront peut-être commencer à chercher des bases alternatives en Méditerranée, peut-être en Italie ou en Grèce. Enfin, les États-Unis doivent reconnaître que la montée de l'islam en Espagne n'est pas seulement un problème de chiche, c'est un problème européen. Et c'est une situation pour laquelle l'Europe est mal équipée. L'approche de l'UE à l'égard de l'islam est un mélange de déni et de laïcité autoritaire, mais aucun des deux ne fonctionne. Les États-Unis ne peuvent pas résoudre les problèmes de l'Europe, mais ils peuvent au moins arrêter de prétendre qu'ils n'existent pas. Cela signifie pousser Bruxelles à adopter une approche plus nuancée du pluralisme religieux, une approche qui reconnaît l'islam comme un élément permanent du paysage européen plutôt que comme une aberration temporaire. En fin de compte, l'Espagne est un microcosme des défis auxquels l'Occident est confronté. C'est un pays où les vieilles certitudes, le catholicisme, le nationalisme siche, la solidarité transatlantique sont remises en question par de nouvelles réalités. Et c'est un pays où les États-Unis fonctionnent toujours avec un manuel de stratégie dépassé depuis des décennies. La question est de savoir si Washington prendra conscience de cette réalité avant qu'il ne soit trop tard. Car si l'Espagne tombe, ce ne sera pas à cause d'une invasion. Ce sera à cause d'un manque d'adaptation. Et c'est un échec que les États-Unis ne peuvent se permettre.